Après mes études, je jonglais avec l'idée de démarrer une entreprise avec un groupe d'amis. L'un de mes professeurs m'a alors parlé des coopératives de travail. Il m'a expliqué que les employés sont collectivement propriétaires de l'entreprise et que les orientations et les décisions stratégiques sont votées de manière plus démocratique sur le principe « un membre, un vote ». Curieuse de nature, je suis allée à la rencontre de professeurs, d'experts et de membres travailleurs de coopératives pour en apprendre davantage à ce sujet et, qui sait, créer en groupe une entreprise qui correspond à nos valeurs. Aujourd'hui, je m'intéresse à la gestion des ressources humaines dans une coopérative de travail. Quand on pense à des pratiques de gestion des ressources humaines innovantes, le concept de gestion participative est de plus en plus évoqué et on semble vouloir l'appliquer dans plusieurs types d'entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut d'abord comprendre que la gestion participative ou un peu la décentralisation des organisations, c'est pas une tendance qui est nouvelle. Ça remonte beaucoup aux années 70 pour la popularité. C'est plus depuis les 2 dernières décennies que là, on a vu vraiment un boom au niveau de la gestion participative. Ça s'est passé beaucoup par des pratiques qu'on a implantées, comme l'enrichissement des tâches, par exemple, ou la qualité de vie au travail, mais c'était pas l'ensemble de l'organisation qu'on cherchait nécessairement à décentraliser. Avec les modèles plutôt de gestion participative, puis avec, je vous dirais, les pressions environnementales, là, on a de plus en plus d'organisations qui, effectivement, vont tendre vers une décentralisation à différents degrés. Dans les entreprises, selon le degré qu'on va adopter, bien, ça peut aller, par exemple, de l'organisation sans patron, si on y va à quelque chose qui est moins décentralisé, des pratiques de collaboration, des pratiques de gestion des équipes de travail, ça peut être des équipes semi-autonomes, par exemple, mais ça dépend ce qu'on décide de faire, là. Plusieurs des pratiques mentionnées par la professeure Marie-Ève Dufour existent depuis longtemps dans les coopératives de travail. Ça m'a fait penser à la coopérative de travail Le Café Coop Touski, un café-resto de quartier vraiment inclusif à Montréal et qui fonctionne en autogestion. Les décisions sont prises par l'ensemble du collectif. On a des comités, évidemment, qui gèrent différents aspects de la coopérative. Par exemple, un comité cuisine, un comité service, un comité finance, un comité socioculturel. Mais quand on prend des grandes décisions, c'est qu'on se réunit tout le monde ensemble en assemblée générale, puis on discute et on débat de ça. Donc, notre conseil d'administration, il existe sur papier, il y a des noms, mais ces gens-là n'ont pas plus de pouvoir que les autres personnes. Il y a vraiment l'horizontalité entre tous les membres. Quels sont les avantages et les inconvénients d'adopter des méthodes de gestion participative, voire d'aller jusqu'à implanter l'autogestion? C'est positif parce que ça a des impacts sur la productivité, ça a des impacts sur la performance, sur l'engagement, la satisfaction des employés, la qualité de vie au travail. Mais d'un autre côté, ça a un petit côté sombre, effectivement, qu'on voit moins. Par exemple, bien, on peut avoir des employés qui vont quitter l'organisation. Il faut accepter de voir quitter des employés. On peut voir aussi des impacts au niveau du temps, c'est-à-dire que ça peut prendre plus de temps pour faire les choses que si on est dans une entreprise qui est centralisée. On a des impacts négatifs aussi au niveau de la circulation de l'information parce que c'est positif de voir davantage de circulation d'informations, de voir plus de transparence quand on décentralise. Mais d'un autre côté, on voit plus d'informations qui circulent, donc une grande quantité d'informations qui arrivent. On peut avoir aussi comme impact négatif bien, le fait qu'on se questionne sur qui est imputable. Si on décentralise, bien, tout le monde devient responsable de la réussite ou des échecs. C'est pas si facile que ça quand on arrive devant des projets qui vont pas fonctionner. Puis un autre inconvénient, bien, c'est la priorisation. Qu'est-ce qu'on priorise comme projet en premier? Je pense que je suis vraiment attachée au modèle coop. Pour moi, c'est vraiment, vraiment trippant d'avoir un projet commun. Ça nous tient toutes vraiment à cœur, en fait, qu'on n'est pas juste là pour quelqu'un d'autre, qu'on peut prendre nos propres décisions, qu'on peut réfléchir à comment on veut faire les choses, puis les faire comme on veut. On a une grande liberté, un grand espace de créativité. C'est accueilli par les gens avec qui je travaille. Donc, oui, c'est certain que ça change ma façon de voir les choses. Puis, je m'imaginerais pas, par exemple, devenir entrepreneur en ayant des employés que je dirige sans qu'on soit collectivement partie prenante d'un projet. À entendre parler les membres de la coop Touski, ça donne vraiment envie de porter un projet commun avec la force du groupe. Mais comment s'y prendre pour mettre en place une gestion plus participative? La première chose, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Comme tout changement d'envergure, il faut accepter que ça va être sur une longue échéance. La deuxième chose, bien, il y a un changement de culture qui doit s'opérer. On ne peut pas décider de passer d'une structure centralisée à une structure décentralisée sans changer sa culture organisationnelle pour y aller davantage vers une culture organisationnelle de collaboration.
Un autre enjeu, puis aussi des fois les décisions qui peuvent être parfois être perçues comme la prise de décision être plus lente. Mais en fait, oui, elle est plus lente parce qu'on veut consulter tout le monde, on veut consulter le plus de personnes possible, mais il y a aussi le fait, en fait, que la décision, quand la décision est prise, après la mise en œuvre et l'opérationnalisation de cette décision-là, elle est beaucoup plus rapide parce qu'elle est acceptée par tous. Chaque coopérative va choisir ses propres méthodes. Il y a toutes sortes de façons, toutes sortes de structures. Et il y a plusieurs coopératives qui vont choisir le comité de direction. Donc, qui vont décentraliser le pouvoir sur plusieurs têtes, qui vont agir à titre de direction générale, qui vont avoir le pouvoir d'une direction générale, mais à plusieurs. D'autres vont avoir un comité de direction où est-ce que chaque secteur d'activité de la coopérative va avoir un représentant à ce comité-là. Et on essaie de plus en plus d'amener une distinction entre l'opérationnel, donc ce qui est l'opération, ce que je fais au quotidien, versus mon rôle à titre de membre et pour gérer l'organisation. Belvédère Coopérative de communication a choisi de fonctionner avec un comité de direction. Je leur ai demandé de m'expliquer comment ils se répartissaient les tâches quotidiennes, la gestion, la gouvernance et les grandes orientations de la coopérative. Donc, il y a un comité de direction qui est constitué de 4 personnes qui sont issues des 4 principaux départements de la coopérative. Et justement, ce sont eux qui administrent la coopérative dans son quotidien, qui prennent des directions au jour le jour. En contrepartie, le conseil d'administration, lui, se rencontre sur une base beaucoup moins récurrente. Alors, ce sont les membres travailleurs, les membres utilisateurs. Donc, le comité de direction dirige les membres travailleurs au quotidien, mais quelques fois par année, les membres travailleurs viennent diriger les directeurs. Donc, c'est ce principe de check and balance qu'on s'assure que le tout soit administré le plus sainement possible. Le conseil d'administration donne les grandes orientations. Donc, on a un plan d'action triennal et un plan d'action annuel. Donc, pour définir nos grandes orientations, ce qu'on apprécie, c'est faire la formule lac-et-l'épaule. Donc, se rassembler tant que possible avec l'ensemble des membres travailleurs et on définit nos grandes orientations. C'est d'ailleurs là qu'on a défini nos valeurs fondatrices, le plan triennal, le plan annuel. Donc, à la suite de la récolte de ces informations-là, le comité de direction prépare un document qui est concret et on se rassemble ensuite en rencontre toute la gang autour d'une table et on approuve le document ensemble. On confirme qu'il est conforme aux orientations discutées lors du lac-à-l'épaule. Le comité de direction va apporter donc évidemment des rapports financiers, des documents, des suggestions, puis le CA va évaluer tout ça. On va souvent créer un comité à l'intérieur du CA, donc on va créer par exemple le comité plan stratégique de 3 ans. Puis d'ici le prochain CA, ils vont rédiger un document justement de recommandations puis de plans qui va être proposé au prochain CA puis appliqué par le comité de direction par après. Le comité de direction s'assure de la bonne poursuite de ces objectifs-là. Et à chaque séance du CA, finalement, on vient expliquer où est-ce qu'on en est, on vient présenter les résultats financiers, les principaux enjeux de la gouvernance au quotidien, finalement. C'est quoi l'ingrédient magique? Et à la base, il faut vraiment que ce soit une demande des membres. Il faut que les membres aient le goût de participer et de mettre en place, de prendre plus de pouvoir, d'avoir plus de responsabilités et d'avoir une imputabilité face aux autres personnes, aux autres membres et à la gestion de la coopérative. Mais qu'est-ce que ça implique en matière de structure et de culture organisationnelle? Il y a aussi le fait d'impliquer les membres travailleurs dans le design, dans la création et la mise en place des structures. Parce que, oui, on parle de gestion en planning, on parle de ci, mais ça passe par des structures qui vont être présentes, qui vont permettre que cette gestion en planning, cette autogestion, se fasse de façon efficace et efficiente. Il faut aussi travailler sur notre organisation physique du travail. On ne peut pas faire une gestion participative en gardant des bureaux fermés. Il faut essayer de travailler, par exemple, avec des salles de travail communes. Il faut essayer de travailler avec des grandes salles où tout le monde s'installe, avec des cubicules pour faire circuler l'information plus facilement. Puis il faut aussi se dire qu'une gestion participative, ça peut convenir si on est dans un secteur ou dans un secteur d'activité où ça peut fonctionner, mais il ne faut pas forcer non plus la gestion participative. Au fur et à mesure de mes discussions, j'ai découvert qu'il existe des coopératives de travail de toute taille et dans tous les secteurs d'activité. J'ai également appris qu'il existe d'autres types de coopératives, ce qui me permet d'entrevoir un monde de possibilités pour que notre entreprise puisse à son tour contribuer au bien-être de nos membres et de notre communauté.